La politique qui rime avec Alexis Lacroix le mardi sur Radio J dans le Grand Journal. Cher Alexis, bonjour. Bonjour cher Steve. La rime n'est pas exacte, mais on va dire qu'elle est dans... mais peu importe. On va dire qu'elle est dans votre présence. Elle est dans l'esprit, c'est ça. Alors voilà. Comment allez-vous? Ça va bien. J'espère que ça va bien également de votre côté. Écoutez, ça va bien. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous avez lu attentivement l'interview accordée aux Parisiens par Laurent Wauquiez, le chef de file des députés droite républicaine à l'Assemblée nationale, s'y montre virulent à l'égard de la politique des autorités françaises face à Alger. L'exécutif a choisi de capituler sans même mener le combat, s'enflamme-t-il, alors que Alger vient de poser une fin de non-recevoir à la liste de ses ressortissants expulsables soumise par Paris il y a quelques jours, Alexis. Alors vous allez me dire, c'est de bonne guerre, mais dans le combat politique, c'est un double combat là. En l'occurrence, c'est un combat pour l'appropriation de LR dans le cadre de l'élection qui va avoir lieu et qui va l'opposer au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, mais c'est aussi un combat plus largement contre ce qu'on appelle la majorité présidentielle ou primo-ministérielle refondée et qui conjoint des personnalités très différentes, certaines issues du Parti Socialiste, d'autres de la Macronie historique et d'autres de LR. Et il est en combat frontal contre ces gens-là, avec une stratégie, je vais entrer dans les détails après avec vous, que je qualifierais volontiers de néo-buissonnienne, c'est-à-dire... En référence à Patrick Buisson. Voilà, c'est-à-dire de ne, rhétoriquement tout au moins, de ne trouver aucune grâce ou aucun mérite à la politique gouvernementale menée. C'était la stratégie d'ailleurs qui avait conduit, je le rappelle à Laurent Wauquiez humblement, qui avait conduit Nicolas Sarkozy à une défaite tragique en 2012 face au candidat socialiste François Hollande. Ils ont été tellement loin dans l'excès de la critique que, en réalité, ils ont favorisé l'élection d'un socialiste qui était François Hollande. Et là, j'ai l'impression qu'il se répète quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi? Moi, j'essaie d'être impartial sur l'affaire algérienne. On a décrit les petits dissensus qui existent entre le locataire de la place Beauvau, le très actif Bruno Retailleau, qui avait d'ailleurs à un moment convaincu François Bayrou d'adopter sa ligne de fermeté et de réponse graduée. Hein, ce sont les mots qui sont employés à la place Beauvau. Et Emmanuel Macron qui était plutôt, non pas pour la lâcheté, parce qu'il faut là aussi, il faut être équitable, mais pour temporiser, c'est-à-dire pour ne pas tout de suite passer au degré supérieur de la, si vous me passez l'expression, dissuasion nucléaire, verbale naturellement, face au régime du président Tebboune qui consisterait à annuler le décret et les accords de 1968. Une là, ligne pour partagée par le Quai d'Orsay et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Voilà, c'est Emmanuel Macron. Quand il s'agit d'affaires comme celle-ci, a évidemment son intime conviction, son fort intérieur, il le montre d'ailleurs. Il a rappelé d'ailleurs que c'était de sa prérogative. Voilà, alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. Emmanuel Macron a son fort intérieur et son intime conviction. Il l'a montré, nous en parlons très souvent parce que c'est fondamental actuellement, sur l'affaire autour de Volodymyr Zelensky, sous l'influence de Visiteurs du Soir, sous l'influence de notre ami Bernard-Henri Lévy, etc. Il a clairement choisi d'accompagner jusqu'au bout celui qui apparaît aux yeux de beaucoup de Trumpistes français comme un vaincu de l'histoire, à savoir Volodymyr Zelensky. Je ne sonde pas les reins et les cœurs, je ne sais pas quelle est l'intime conviction du président de la République, mais comme je le connais un peu, je vais faire une hypothèse. Je pense qu'il veut préserver une relation entre les sociétés françaises et algériennes, quitte à faire monter, il l'a dit d'ailleurs, de plus en plus la pression politique sur le gouvernement de Tebboune et sur ces oligarques entre guillemets algériens. Et donc en réalité, contrairement à ce que suggèrent beaucoup de commentateurs, il n'y a pas d'écart si décisif entre le président de la République et le reste de son exécutif, et notamment son ministre... C'est une forme de répartition des tâches, good cop, bad cop. Alors, ça, c'est une vision qu'on peut avoir, mélodramatique, mais qui correspond souvent à la réalité. Dans une négociation, ça arrive souvent. Oui, et regardez même sur un autre plan la complémentarité des dirigeants actuels du Rassemblement national sur l'affaire russo-ukrainienne. Vous avez une Marine Le Pen qui est plutôt dans le sillage traditionnel du parti, disons, moscoutaire, hein, on va dire ça comme ça, et vous avez un Jordan Bardella qui fait une échappée solitaire, mais qui est en fait utile pour aller vers la droite républicaine et qui est plutôt sur une position sarkozyste, c'est-à-dire de soutien, disons mesuré, mais à l'Ukraine. Alexis, Laurent Wauquiez qui s'est dit d'accord avec la menace de démission brandie par Bruno Retailleau si l'exécutif renonçait à une ligne dure de rapport de force face à l'Algérie, le ministre de l'Intérieur qui n'est rien d'autre que son rival pour la présidence du Parti républicain. Voilà, et donc en fait cette interview est intéressante parce qu'elle est piégée. Il y a beaucoup à la fois... sous-texte. Voilà, il y a à la fois les surenchères droitières que nous venons de décrire, peut-être que c'est comme ça qu'on prend le parti, d'ailleurs je ne juge pas, hein, mais il y a aussi
un nombre assez incommensurable de petites perfidies. Et la moindre d'entre elles n'est pas celle qui consiste à vouloir piéger son rival en disant deux choses. Un, je le prendrai comme numéro 2 si je suis élu. Bon. Et deux, il faut qu'il se détermine. En fait, voilà, il veut l'obliger à se déterminer. Et donc, il dit très clairement ce que j'ai dit tout à l'heure, la dénonciation de l'accord de 68, qui est donc le grand accord global bilatéral entre Paris et Alger est la seule solution. Ça n'est pas vers cela que l'on va, effectivement. On va plutôt vers la suspension d'accords comme celui de 2007 relatif aux exemptions de visa pour les détenteurs de passeports. Hein, vous voyez, c'est ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur avec beaucoup d'efficacité. Mais donc, il le prend au piège et il ajoute « Rester au ministère de l'Intérieur n'a pas de sens. Cela signifierait que l'exécutif ne se donne pas les moyens d'assurer la sécurité des Français et de contrôler l'immigration. » Et on pourrait presque remplacer l'exécutif par Bruno Retailleau. Mais bien sûr, c'est archi-agressif quand on décrypte ce que vous appelez, à juste titre, le sous-texte, l'undertext. Et par ailleurs, c'est plus intéressant, j'allais dire, que les affaires de personnes, même si elles ont leur intérêt. C'est une façon de dire, c'est une façon de faire du super Patrick Buisson, si vous voulez. C'est-à-dire, hormis une ligne à droite, et on peut dire à droite extrême toute, il n'y a pas de salut pour la France. Il est en train de nous dire ça. Alors maintenant, vous savez, je suis lucide sur le bonhomme. Est-ce qu'il le pense vraiment, Laurent Wauquiez? C'est pas sûr. Il pense en revanche que c'est un argument très fort dans la campagne actuelle et dans sa recherche, parce qu'il est quand même, il y pense, de positionnement futur en vue de la présidentielle. Il a fait sienne, depuis longtemps, une analyse selon laquelle une présidentielle de droite se gagne en étant sur un couloir très à droite. Autrement dit, si très à droite, plus à droite, Alexis, que Bruno Retailleau, au-delà de ses déclarations. Écoutez, Bruno Retailleau, vous allez vous dire que je suis son défenseur attitré. Et Bruno Retailleau, comme le président de la République d'ailleurs, mais parallèlement, j'ai évolué sur lui. C'est-à-dire, j'étais sensible en négatif. Au début, je vous le dis cash, puisque vous me posez la question. J'étais sensible en négatif en octobre ou en novembre, pendant l'automne, aux propos parfois un peu, que je trouvais un peu sharp sur l'immigration, comme si l'immigration en elle-même était un problème, comme si ça n'était pas l'immigration incontrôlée. Et je constate, alors vous voyez, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis le ravi de la crèche de Radio J, mais je constate que son discours a évolué. Il est beaucoup plus sur des sujets régaliens comme la lutte contre le narcotrafic. D'ailleurs, je l'en ai félicité lors d'une chronique. Il est beaucoup plus aussi sur la recherche d'une réponse graduée, mais c'est ça la politique. La politique, c'est pas de renverser la table à tous les coups, d'une réponse graduée à Alger. Et donc, je suis obligé de constater qu'effectivement, Bruno Retailleau, sans renoncer à sa fermeté régalienne sur les sujets d'importance, a mis un peu d'eau dans son vin. Vous voyez, donc, et donc, évidemment, nous avons face à lui un rival qui est intelligent. Hein. Moi, je ne sous-estime absolument pas son rival. Qui n'exerce pas le pouvoir. Qui se dit facile. Chouette. Il est dans une majorité où il y a des macroniens, où il y a des socialistes. Je vais donc le prendre à son propre piège. Je lis, et d'ailleurs vous aussi, cet entretien du Parisien tout entier comme une sorte de trick, comme un moyen de piéger Bruno Retailleau. Mais je pense, je vous le dis, parce que là on se parle très cash, je pense que Bruno Retailleau est plus intelligent que ça et qu'il ne va pas tomber dans les pièges aux gros sabots que lui tend le président de la région, Ronald Pommern. Pour terminer, Alexis, il y a un autre acteur important de cette crise, le ministre de la Justice, qui était invité ce matin de TF1. Pour Gérald Darmanin, je le cite, il faut rappeler notre ambassadeur et mettre fin au passeport diplomatique qui donne droit à venir se faire soigner ou faire ses courses en France. Fin de citation. Le ministre d'État qui n'écarte pas, mais à terme seulement, une remise en cause des accords de 68. Mais dit-il, attendons la réponse de l'Algérie. Il est sur la même ligne que Bruno Retailleau? Oui, et que Emmanuel Macron en réalité. C'est-à-dire, c'est là que, vous voyez, je fais attention aux commentaires politiciens, même si j'en fais parfois avec vous, mais qui veut antagoniser les personnes à tout prix. Ils seraient tous... Mais non, il y a une complémentarité là encore, et surtout... il y a une réponse graduée. C'est pas la peine d'utiliser la massue tout de suite. Si vous utilisez la massue tout de suite, après, vous n'avez plus aucun crédit pour ressortir une autre menace. Donc, vous voyez, l'accord de 68, ça serait le summum, en quelque sorte, des remises en cause des accords bilatéraux qui existent entre la France et l'Algérie. Mais il y a d'autres armes. Il y a d'autres armes, et notamment celles qu'ont évoquées, d'ailleurs,
les défenseurs de Boualem-Sansal dès le premier jour, dans son comité de soutien, qui est de dire mais attendez, les avoirs algériens en France, on peut les mettre en cause. Ce que vient de dire donc le Gérald Darmanin, vous me le lisez, sur la possibilité de venir se faire soigner, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a des réponses graduées qui sont possibles. Reste effectivement, et là moi ça me préoccupe au premier chef, je l'aime beaucoup et nous l'aimons beaucoup, que pour l'instant, le sort, en dépit des efforts incroyables du comité de soutien et de son avocat maître François Imray, notre ami, le sort de Boualem-Sansal est malheureusement un sort non résolu et il n'y a pas d'avancée véritable dans ce dossier avec Alger. C'est évidemment un point que je trouve, par décence publique, Laurent Wauquiez aurait pu évoquer aussi dans son entretien. Vous voyez, il joue les muscles, mais il pourrait penser un peu, me semble-t-il, à Boualem-Sansal. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. On peut vous réécouter notamment sur notre chaîne YouTube. Très bon après-midi. Merci à vous.